Merci Jean-François de nous céder le microphone. Je suis de retour en onde avec nul autre que Pierre-Paul Bézile-Lacasse de Lacasse et Associés. Encore une fois, on va parler finance, mais on va regarder la finance sous un œil un peu plus différent. Mon cher Pierre-Paul, bonjour. Bonjour Denis. Pierre-Paul, aujourd'hui, on va traiter le dossier finance beaucoup plus sous forme psychologique. En fait, il y a une réalité dans la vie, une vraie réalité, c'est que les problèmes financiers, quand on fait face à ça, il y a des impacts psychologiques, il y a des impacts d'attitude, il y a un paquet de phénomènes qui sont autres que la finance qui rentrent en ligne de compte. Oui, puis des fois, de façon qui peut être un peu surprenante pour quelqu'un de l'extérieur, c'est le facteur déterminant. Tu sais, quand on parle, exemple, de redressement d'entreprise, là, ces temps-ci, tu sais, on voit des entrepreneurs un peu plus, je vais dire, insécures, tu sais, qui voient le nombre d'entreprises qui ferment augmenter depuis 2-3 ans, là, parce que c'est vrai, ça augmente, parce que c'est insécurisant, ça crée un peu plus de pression sur certaines personnes. Puis moi, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que dans les plans de redressement, parce que quand les entrepreneurs viennent nous voir, il y a deux volets. Des fois, ils viennent nous voir pour fermer une entreprise, des fois, ils viennent nous voir pour redresser une entreprise. De plus en plus, la bonne nouvelle, c'est que de plus en plus de gens viennent nous voir pour les redresser, donc avant de les fermer. Ça veut dire qu'ils viennent cogner à la bonne porte, hein, parce que c'est notre travail. C'est pas le travail des comptables, des avocats, des notaires de redresser les entreprises. Les solutions financières, dans un contexte de difficulté financière, c'est le syndic autorisant l'insolvabilité qui maîtrise ces éléments-là. Fait que, de venir nous voir, c'est déjà un bon signe, parce que je dirais que là, quelques années, puis ça s'améliore, mais là, quelques années, tu sais, les gens venaient nous voir exclusivement presque pour fermer les entreprises quand ils avaient tout essayé selon eux. Mais l'enjeu, c'est qu'ils n'avaient pas du tout essayé. Ils avaient essayé des choses tout croche parce qu'ils n'avaient pas obtenu de conseils pertinents pour redresser l'entreprise. Donc, ils avaient fait des erreurs importantes à des moments cruciaux et ça causait des problèmes. Mais là, en venant nous voir plus tôt, on est capable de plus en plus d'en redresser. Moi, je fais beaucoup plus de redressement que je pouvais faire avant. Puis, oui, évidemment, quand on fait un plan de redressement, la capacité de générer des revenus, des ventes, la rétention des employés, il y a un paquet de facteurs d'entreprise super importants, mais le facteur principal qui fait échouer souvent les redressements, c'est l'énergie de la direction, l'énergie des administrateurs, des actionnaires pour mettre un plan en place puis changer certaines choses dans l'entreprise pour que ça aille mieux. Des fois, quand les gens viennent nous voir, cette énergie-là est pas suffisante. Ça prend de l'énergie pour faire ce bout-là. Et je dirais la grande majorité des plans de redressement qui échouent, c'est qu'il n'y en a pas assez de cette énergie-là. En fait, est-ce que ces gens-là, quand ils arrivent dans le décor, peut-être que l'énergie en question qu'ils auraient besoin, ils l'ont brûlée pour essayer de se sauver la face avant? C'est exactement ça. C'est qu'ils ont essayé des choses. Hein, et c'est clairement des gens qui ont essayé un paquet d'affaires, mais ils n'ont pas été chercher les conseils pertinents pour essayer ces choses-là. Donc, ils ont essayé de le faire eux-mêmes. Des fois, c'est par orgueil. Des fois, c'est par mauvais conseils. Il y a toutes sortes de raisons qui peut amener à faire ces choix-là. Mais le problème, c'est que moins on a d'énergie, moins on est capable de mettre... Parce qu'un plan de redressement, là, il faut comprendre qu'il faut bâtir un flux de trésorerie qui va se tenir. Il faut faire des prévisions de vente. Il faut valider ces informations-là. Il faut avoir des fonds aussi pour faire ça. Là. Tu sais, c'est pas nécessairement, ça se fait pas en 3 jours, là, faire bâtir un plan de redressement. Il faut le faire accepter à des créanciers. Fait que ça veut dire qu'il y a de l'énergie mentale à mettre dans la discussion, que oui, comme syndic, on fait, mais il y a une partie que l'administrateur, la direction doit faire. S'il n'y a plus de liquidité, impossible de faire un plan de redressement. S'il n'y a plus d'énergie, impossible de faire un plan de redressement. Tu sais, faut le bâtir, il faut l'expliquer, il faut le faire accepter par le tribunal. Il y a un paquet d'étapes à ça. Et quand les gens attendent que le gouvernement a saisi le compte ou que les fournisseurs sont rendus à un point d'harcèlement qui sont complètement, l'entreprise est complètement là, ils s'aliènent des fournisseurs complètement parce que c'est vraiment rendu trop loin, il y a eu trop de retard, trop de manque de confiance. Là, c'est pas mal plus dur de faire un plan de redressement. Si la confiance avec les fournisseurs est encore là, si la discussion avec le gouvernement est encore là, qu'il n'y a pas encore de saisie, c'est beaucoup plus facile de faire un plan de redressement. Mais à partir de quel moment, Pierre-Paul, on peut bouger puis réaliser qu'on a besoin d'un coup de main? Parce que j'ai l'impression que il y a une zone grise là-dedans qui apparaît. Oui, je vais m'en sortir. Oui, ça va bien aller. Oh, on va trouver la solution. Là. Puis là, on roule là-dedans. Là. On peut rouler là-dedans pendant 6, 7, 8 mois, 1 an, 2 ans. Puis il y a beaucoup de compagnies qui ont fermé puis probablement qui ont roulé dans cette situation-là. Il y a un point de rupture à un moment donné. Ils vont devoir, puis il est trop loin. C'est qu'il faut qu'ils viennent plus tôt. C'est quoi
C'est quoi l'information? C'est quoi le point qui nous dit on y va, il faut y aller, là? Ben, pour une entreprise, parce que de ça qu'on parle pour ce premier volet-là, le point pour moi, c'est si on n'a pas de prévision financière, premièrement, il faut s'en faire. On n'a pas de map, ça va mal. Mais si on se fait des prévisions financières et que ces prévisions financières-là, avec les différents niveaux d'hypothèses qu'on va se mettre ou avec les différents niveaux de vente, si ça n'arrive pas avec le paiement des différentes obligations d'opération, mais aussi les différents paiements de dette, si ça n'arrive pas, ce budget-là, ou si ça arrive tellement serré qu'on y croit pas, parce que des fois, on va se mettre des hypothèses agressives, c'est là qu'il faut venir nous voir, parce ça veut dire que ça prend un nouveau plan. Ça prend puis là, les gens pensent qu'ils ont le monopole des idées, là, mais c'est là qu'ils savent pas ce qu'on peut faire avec la loi, et c'est compliqué de l'expliquer parce que c'est très variable ce qu'on peut faire avec la loi, mais essentiellement, ce qu'on peut faire, c'est de faire effacer de la dette complètement. Fait qu'il faut être capable de venir nous voir quand l'opération normale de l'entreprise est pas viable. Puis ça, souvent, on va le voir, on fait un flux de trésorerie ou un cash flow qu'on appelle, et si c'est sur 1 an, 2 ans, 3 ans, si ce n'est pas viable, il faut que les gens viennent nous voir. Ça prend cet outil-là pour déterminer la viabilité, et ça va prendre de toute façon cet outil-là pour établir la viabilité d'un plan de redressement. Parce qu'une opération qu'on n'est pas capable de démontrer que l'opération est positive sans le paiement des dettes, c'est une entreprise qu'on doit fermer parce qu'elle génère pas de positif. Si une entreprise est positive avec les opérations, mais qu'elle devient négative avec le paiement de dette, là, il y a quelque chose à faire. Et encore plus, si la majorité de ces dettes-là sont des dettes qu'on appelle non garanties, donc des fournisseurs, des dettes qui ne sont pas garanties sur des actifs. Là. OK. Donc, des comptes à payer, des choses de même. Oui, c'est ça, parce que c'est ces dettes-là qui sont le plus faciles à gérer dans un plan de redressement. C'est pas que de remettre des actifs financiers, ça ne se gère pas, mais ça fait des plans de redressement un petit peu plus complexes. Mais c'est pas un enjeu. Ce qui est important, c'est est-ce qu'on a un flux de trésorerie, un cash flow qui balance sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, c'est-à-dire qu'on est capable de générer suffisamment d'argent pour tout payer, mais aussi pour verser des salaires raisonnables à la direction, aux administrateurs, et verser des dividendes éventuellement aux actionnaires selon nos objectifs. Si ça ne rentre pas, il faut redresser l'entreprise. OK, mais le but de l'exercice, c'est pas nécessairement de ne pas payer les comptes. Le but, c'est de balancer tout ça et de se donner une chance de fonctionner, là. C'est ça. La priorité, c'est de tout payer puis d'être capable de continuer d'avancer. Si ça, c'est pas possible, comment on est capable de le faire, des fois en restructurant des opérations, des fois en restructurant de la dette. Si ça, c'est pas possible, parce que nos opérations sont déficitaires, là, il faut fermer l'entreprise, puis quitte à en partir une autre après, là, mais il y a une structure, des fois, qui fait que c'est pas viable. Des fois, il faut rapetisser les opérations. Des fois, il faut grossir les opérations. Là, il faut voir, OK, c'est-tu viable? On a-tu un apport de capital possible? Il y a toutes sortes de choses à voir. Les professionnels sont souvent là pour justement comment on va chercher des nouveaux capitaux, comment on va être capable de grossir. Moi, j'interviens surtout quand c'est le temps de rapetisser ou quand c'est le temps où la stratégie ne fonctionne pas et on manque de liquidité. C'est là que nous, on intervient. Ça, c'est le plan industriel ou entreprise. Maintenant, dans la vie personnelle, on vit des choses qui sont similaires également, là. Oui, en termes de sentiments, souvent, c'est, je dirais, un peu plus... ça fait un peu plus mal. J'ai pas toujours le cas. Il y a des entrepreneurs que ça leur fait très mal, mais au niveau personnel, souvent c'est plus de la honte, c'est plus des sentiments d'échec plus grands, je dirais. Les entrepreneurs, surtout ceux qui ont de l'expérience, ils en ont vécu des échecs, ils savent c'est quoi, sont capables de se revirer de bord. Les nouveaux entrepreneurs, des fois c'est très difficile. Leur première entreprise, s'il y a des difficultés, des fois ça c'est difficile. Mais ceux qui ont de l'expérience, là, ils en ont vécu des difficultés, puis normalement c'est quelque chose qui se sont habitués. Donc quand on est au niveau personnel, c'est plus difficile parce que c'est très personnel. Il y a de la fierté aussi, hein, les gens veulent s'en sortir seuls. Et il y a beaucoup d'idées préconçues. Mon père me dit que ceux qui font faillite sont des X, Y, Z, là. Ça, je l'ai entendu souvent. Les gens qui sont dans mon bureau, il y en a toutes les sortes. Hein. Il y a des gens sur l'aide sociale, il y a des gens qui travaillent dans les mines à 130 000 par année, puis il y a des docteurs. Là. Il y en a toutes les sortes. C'est pas des gens qui ont échoué, c'est des gens qui ont vécu des choses dans leur vie. Il y en a qui se sont pas aidés, il y en a qui ont tout fait pour s'aider puis ça n'a pas fonctionné. Il y en a de toutes les sortes. Fait que, première chose, c'est qu'il n'y a pas de jugement dans ce genre de situation-là. Puis ça, c'est difficile de le croire pour les gens.
moi, j'ai eu la chance d'être élevé là-dedans. Mon père était syndic, donc ça a toujours été quelque chose qui était très normal pour moi, que les gens puissent avoir accès à la faillite pour se protéger, avoir accès à des redressements. Fait que moi, j'ai pas cet aspect sentiment-là, on va dire, négatif par rapport à l'idée. Mais il y en a qui l'ont. Il y en a qui se sont fait rentrer des fausses idées dans leur tête quand ils étaient jeunes ou quand ils étaient plus vieux. Et ça, c'est dur à défaire, mais ça se fait. Ou des fois, mon beau-frère m'a dit que tu peux rien faire pendant 7 ans quand tu vas voir après que tu as fait un redressement ou peu importe. C'est des faussetés comme ça qui restent dans la tête des gens, malheureusement, parce qu'ils vont pas chercher l'information. Heureusement, il y a quand même de plus en plus d'informations qui circulent, fait que il y en a de moins en moins, mais ça existe encore. Et donc, non, ça prend pas 7 ans à rebâtir son crédit. Si ça prend 7 ans à rebâtir son crédit pour quelqu'un, c'est soit qu'il n'a pas fait ce que le syndic a dit, ou c'est soit qu'il il a pas bien compris les explications, puis il faut répéter dans ce temps-là, puis c'est pas un problème. Tu sais, je dirais, moi, que il y a des gens aussi, c'est juste, moi, je veux pas aller devoir, je veux pas faire faillite. Okay. Tu sais, c'est 10% de mes clients qui font faillite, fait que on espère que tu veux pas faire faillite. On espère qu'on va trouver d'autres solutions, là, c'est bien certain. Puis la majorité du temps, la très grande majorité du temps, c'est le cas, on trouve d'autres solutions. Mais il y a encore des gens qui restent avec l'idée qu'on va voir un syndic quand on va faire faillite. C'est la pire idée qu'on peut avoir parce qu'on s'arrange pour que ça soit ça, effectivement. Ouais, effectivement, ouais. Y a-t-il un âge où on peut dire, là, faire faillite ou aller voir un syndic me donne plus rien, rendu à 65, 70 ans? On est-tu out? On est-tu passé date? Absolument pas, parce que, je veux dire, ça va arriver. Des gens qui ont dépassé 80 qui vont faire faillite, là, c'est très possible. Pour toutes sortes de raisons. Des fois, c'est parce qu'ils ont des actifs puis ils veulent les protéger. Il y a certains actifs qu'on protège quand on fait faillite. Il y a aussi le fait qu'on veut pas nécessairement laisser de dette à notre succession. Des successions insolvables, ça se gère. Ça se gère par le biais d'une faillite encore mieux que par une renonciation. Des choses qu'on a déjà parlé dans le passé. Mais quand même, il y en a qui veulent gérer ça de leur vivant, puis c'est parfait. Fait que non, il n'y a pas d'âge. C'est vraiment une question souvent de pression, on veut se libérer de la pression. Il est arrivé des bad luck, il est arrivé de l'incompréhension financière, puis on s'est ramassé avec des dettes qu'on n'a pas vu venir, toutes sortes de choses. Puis tu sais, les gens ont peur d'avoir peur. Hein. La peur, c'est une très mauvaise conseillère, et c'est ce qui retient les gens le plus possible d'aller chercher la bonne information souvent, parce que les êtres humains, on est excellents pour faire de l'évitement, on est des professionnels de ça. Et quand ça va mal, c'est dur de regarder où ça fait mal pour le régler. C'est souvent plus facile à court terme de l'éviter, mais à long terme, on se tire dans le pied clairement. Là. Fait que j'entends souvent, j'aurais dû régler ça il y a 3-4 ans. Puis souvent, les gens qui ont 80, soit des 70 ans qui viennent nous voir, plusieurs auraient pu le régler avant, mais ils l'ont évité pendant un bout. Puis à un moment donné, ils sont tannés, ça fait de la pression, ça crée des problèmes de stress, puis sur le corps, ils s'en ressentent, puis à un moment donné, ils veulent le régler, puis on le règle à ce moment-là. Mais ça prend du courage pour faire ce premier pas-là, puis c'est pour ça qu'on avait parti la Casse associée il y a 4 ans, c'est parce qu'on voulait enlever des barrières, on voulait faire des rencontres en personne, chose qui est de plus en plus rare dans notre domaine. On voulait que ça soit le vrai professionnel, le syndic qui a la licence, qui prend plusieurs années à obtenir, qui rencontre les gens au lieu d'un conseiller qui est à moitié qualifié. Fait que, on avait des objectifs comme ça, rencontre en personne, rencontre humaine sans jugement, et ça, c'est ce qui fait que on veut casser ces barrières-là, puis la peur que les gens ont de venir nous voir. Puis peu importe l'âge, il y a des gens qu'on rencontre qui ont 19 ans, puis il y a des gens qu'on rencontre qui ont 87 ans. Puis c'est pas les mêmes enjeux évidemment, puis c'est pas les mêmes chemins souvent qu'on va prendre, mais c'est les mêmes humains qui ont besoin d'aide là. OK. C'est extrêmement intéressant ce qu'on vient de dire là, à tous les niveaux, au niveau de l'entreprise, au niveau aussi personnel. J'aimerais à un moment donné qu'on parle de comment bâtir un flux de trésorerie là, pour aider les entrepreneurs qui sachent exactement ce que c'est, puis cet outil-là qui leur permet de voir clair en avant d'eux. Mais ça sera pour une autre chronique, mon cher, parce que déjà, on est rendu au bout du segment. Donc, c'est le moment de donner les coordonnées pour vous rejoindre, mon cher. Oui, les gens peuvent nous joindre au info@lacassesyndic.com, peuvent nous appeler au 1-844-LACASSE, ils peuvent nous rejoindre aussi sur notre Facebook, notre LinkedIn, Lacasse et Associés. Pierre-Paul, encore une fois, merci beaucoup, ce fut extrêmement intéressant. Merci, Denis.